Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur le dernier film en date de Scott Derrickson, Black Phone, adapté de la nouvelle éponyme de Joe Hill, donc le fils de Stephen King, et qui pour le coup, découverte que j'ai faite il y a quelques jours, a été pour moi un vrai petit coup de cœur. Mais je vais revenir un petit peu plus en détail sur ma relation avec le cinéma de Scott Derrickson, avant, pour le coup, un petit peu de creuser, de poser des petites pistes d'analyse, de réfléchir autour de Black Phone, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Scott Derrickson, c'est un auteur moi que j'aime bien dans le milieu un petit peu de l'horreur mainstream. Il y a quelque chose qui me plaît bien chez lui. Alors, j'ai encore du mal un petit peu à exprimer ça, à mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose qui fait que j'accroche particulièrement. Ça match avec Scott Derrickson, là où la plupart du temps, je suis quand même peu indulgent, assez peu indulgent avec le cinéma d'horreur mainstream. Donc pour le coup ici je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le tout venant me plaît pas des masses, encore une fois dans le cinéma d'horreur purement mainstream et fantastique, si je généralise un petit peu plus. Grossièrement les Blumhouse Productions, il y a pas mal de choses qui ne me plaisent pas et je peux être assez dur parfois, mais Scott Derrickson, il y a quelque chose qui fait que, encore une fois, ça match. Alors j'ai découvert pour la première fois avec Hellraiser 5 Inferno, qui est son premier film, il sortait il me semble tout juste de ses études de cinéma, et avec son comparse, qui est d'ailleurs toujours là sur Black Phone, qui est Robert Cargill, ils avaient écrit un premier scénario qui était une sorte de thriller sous influence Seven, fondamentalement. Dimension Film qui voulait faire renaître un petit peu ses cendres de la saga Hellraiser après malheureusement l'échec colossal et le cas d'école hallucinant de catastrophe industrielle qu'est Hellraiser 4 Bloodline. On repart sur autre chose et on propose à Scott Derrickson de refondre son scénario en y injectant ça et là des éléments de la saga Hellraiser, de la mythologie Hellraiser. Et ça donne Hellraiser 5 Inferno qui est, je trouve, un film vachement intéressant. Alors c'est un peu de chipouille, c'est pas très bien joué, mais globalement il y a quelque chose, il y a une ambiance. Il y a déjà cette base-là un petit peu qu'on trouve chez Derrickson, de cette manière, cette capacité qu'il a, ce savoir-faire qu'il a à poser une ambiance assez glauque, assez morbide, assez macabre. Et je trouve que dans Hellraiser 5 ça fonctionne très bien. Alors le film est détesté par Clive Barker, et je trouve que paradoxalement, et c'est là vraiment pour moi il y a un vrai paradoxe, le film est peut-être ce qui se rapproche le plus en termes d'ambiance, en termes d'approche du morbide des deux premiers opus de Barker et Tony Randall, mais qui était pour le coup très chapeauté par Clive Barker. Donc je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui a une patte très singulière, qui est très référentielle. On retrouve beaucoup d'images, de graphiques qui se rapprochent énormément de l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Il y a des éléments qui ramènent effectivement à Seven, on est en 2000, donc quelques années après Seven quand même, et donc on est encore avec ces thrillers un petit peu sous influence de Fincher. Donc il y a tous ces éléments-là qui fait que, mine de rien, la sauce elle prend, et finalement il y a aussi au passage quelques Cénobites qui sont vraiment intéressants visuellement. Bon, Pinhead on le retrouve finalement assez tardivement dans le film, mais il y a vraiment... Finalement c'est pas si éloigné encore une fois du tout premier de Barker en 86, parce que pour le coup il y a cette approche très... Le fantastique, la mythologie, si je puis dire, des Cénobites, elle émaille quelque peu le récit, mais à des moments en fait finalement très rares, et c'est ce qui fait justement le côté un peu étonnant d'Hellraiser, et en particulier de ces créatures qui sont les Cénobites, qui apparaissent finalement très peu, qui ont très peu de temps d'écran, et qui malgré cela dégagent un tel charisme, une telle aura, que on retient principalement ces créatures-là dans le tout premier Hellraiser. Et là c'est un petit peu pareil, finalement ils sont assez rares. Alors évidemment, et on peut comprendre aussi pourquoi Barker a un problème avec le film, et c'est quelque chose qui va devenir assez récurrent, qui fait que pour moi Scott Derrickson est un auteur, il a une approche particulière, il a un point de vue très particulier, il est croyant, et fondamentalement il va reprendre un petit peu cette mythologie des Cénobites en la basculant vers une mythologie beaucoup plus chrétienne. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup irriguer sa filmographie, au risque d'être un petit peu, pour ne pas dire beaucoup prosélyte dans pas mal de cas. C'est une thématique en fait qu'on retrouve beaucoup chez Scott Derrickson, cette idée que grossièrement en fait il y a une perte des repères dans les sociétés contemporaines, mais bon, pour le coup dans Black Phone il traite fondamentalement de ça en fait en parlant de la guerre du Vietnam et de la manière dont elle laisse la société américaine traumatisée et donc amène à cette perte des repères, et les repères vers lesquels Scott Derrickson nous dirige sont ceux que propose la religion chrétienne. Alors ça veut pas dire qu'au passage dans la saga Hellraiser, en tant que mythologie transmédia,
il n'y a pas ces moments où on va intégrer la mythologie chrétienne, et Clive Barker le fait lui-même dans les Évangiles écarlates, pour le coup, où il confronte Épinède au diable, aux divers démons, à Dieu. Donc tout ça on le retrouve dans Hellraiser 10 au passage, bon, qui est complètement très éloigné en fait de la base. On a aussi ce point-là, donc c'est pas complètement, si je puis dire, contradictoire de faire ces liens avec la mythologie chrétienne. Bon. Toujours est-il, en tout cas, que c'est un film très intéressant, qui propose quelques visions glauques, malsaines, extrêmement intéressantes. Je trouve notamment la manière dont l'ingénieur apparaît en fait visuellement, et les crimes qu'il commet sur des enfants. C'est aussi un truc qui revient très souvent chez Derrickson, c'est la perversion de l'innocence. Et là, ce sont les meurtres d'enfants particulièrement sauvages, où le tueur en fait laisse des doigts d'enfants en fait sur les scènes de crime. C'est un truc qui va revenir aussi de manière très récurrente, hein, cette perversion de l'enfance, par un mal qui est abstrait, un mal qui est finalement ce mal absolu, mal démoniaque, puisque pour revenir à la mythologie chrétienne et à la dichotomie entre l'enfer et le paradis, c'est quelque chose qui revient encore une fois très souvent chez Scott Derrickson, et de montrer justement cet enfer, ces démons, ces créatures venues de l'enfer, venir pervertir l'innocence des enfants. C'est quelque chose qu'on trouve de manière très récurrente. Alors ça fait quelque chose finalement d'assez manichéen, très souvent chez Scott Derrickson. Il y a ce côté effectivement très manichéen, qui est tributaire, si je puis dire, de la religion chrétienne et de la manière dont elle est structurée, si je puis dire, j'entends conceptuellement, mais c'est pour le coup, ça en fait quelque chose une approche qui est finalement assez singulière. Alors c'est quelque chose qui va être très exacerbé dans son second film, qui date de 2005, il me semble, qui s'appelle L'exorcisme d'Emily Rose, qui est un film assez intéressant sur pas mal de points, qui est assez passionnant. Alors c'est un truc aussi que j'ai pas dit sur Hellraiser, il y a ce truc-là qui est très récurrent chez Scott Derrickson, c'est le mélange des genres. Souvent l'horreur est accompagnée d'un autre genre. Dans Hellraiser, il y avait ce côté thriller un peu crade, un peu glauque à la Seven, pour le coup film de tueur en série, qui était justement lié avec le fantastique et l'horreur. Dans L'exorcisme d'Emily Rose, c'est un film de procès qui est lié pour le coup au film d'exorcisme. Alors, le fond exorcisme en fait est quelque chose qu'on va retrouver aussi, qui va irriguer beaucoup la carrière de Derrickson, eu égard au fait justement, eu égard à sa croyance pour le coup. Alors le film moi me dérange un petit peu parce qu'il est intéressant en tout cas sur sa structure, c'est finalement assez passionnant. C'est Jennifer Carpenter qui sortait à l'époque, il me semble, tout juste de Dexter, et qui est assez brillante dans ce rôle de cette jeune femme possédée. L'idée aussi, c'est que de prendre le parti pris que les séquences d'exorcisme et de possession sont finalement assez réalistes, en tout cas elles ne parlent pas trop dans le grotesque, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis le traitement justement du film de procès qui est extrêmement réaliste de l'autre côté est vraiment intéressant. Le problème encore une fois, c'est la morale du film à terme, qui est pour le coup je pense de sa carrière peut-être la plus prosélyte, et moi je la trouve beaucoup trop agressive vis-à-vis de mon athéisme en fait, et c'est ce qui fait que le film me choque sur pas mal de points, me dérange, et en même temps encore une fois je trouve que c'est un film qui est assez intéressant sur sa forme, sur sa manière de raconter l'histoire. En tout cas c'est le fond qui me dérange plus, je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire dans le film, mais on est d'accord que c'est pas celui que je préfère, eu égard justement à cette tension, ce côté dogmatique qui me dérange un petit peu dans celui-ci, et que je trouve l'histoire n'arrive pas totalement à effacer, ou en tout cas à atténuer. Alors je passerai très rapidement sur le remake du jour où la Terre s'arrêta, remake donc du film de 51 de Robert Wise, qui est une catastrophe, qui est un très mauvais film, qui est un ennui mortel. C'est là qu'on voit que je pense que Scott Derrickson est fondamentalement un réalisateur d'horreur et de fantastique et pas de SF, parce que c'est catastrophique. D'ailleurs je profite, même si ça arrive un petit peu plus tard, pour faire un packaging avec Doctor Strange, qui est je pense un film qui formellement est vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal d'idées intéressantes pour mettre en image le multivers. Je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire de la part de Derrickson, il y a des vraies fulgurances graphiques, mais je trouve que le film est plombé en fait par grossièrement tout ce qui fait le côté Marvel, ce côté origin story de super-héros que je trouve assez lénifiante, assez classique, qui prend aucun risque et qui vraiment nivelle par le bas le traitement graphique que je trouve intéressant. D'ailleurs, Derrickson devait faire le second, il avait envie de faire un véritable film d'horreur, et il a été gentiment écarté par Marvel, donc par Disney, pour ne pas faire le film. C'est Sam Raimi qui a récupéré la chose derrière. Mais ce qui est finalement assez cohérent sur l'idée quand même d'aller vers quelque chose de plus horrifique, mais Derrickson avait vraiment cette envie d'aller faire de l'horreur pure, et moi il me semble que ça aurait été vachement intéressant. Notamment si on voit les fulgurances graphiques proposées, en tout cas dans le premier Doctor Strange, qui était pour le coup intéressant. Mais je trouve que c'est finalement la seule chose qui ressortait du film. Pour reprendre la chronologie normale, Sinister, évidemment qu'un film que j'aime beaucoup, moi pour le coup qui m'a beaucoup plu, même si je lui préfère Sinister 2, qui est écrit par Robert Cargill toujours, hein, le comparse de Scott Derrickson, et par Scott Derrickson aussi, mais qui est mis en scène par Ciarán Foy, qui avait réalisé un très bon Citadel quelques années plus tôt. Et moi j'adore vraiment le Sinister 2. Alors le premier est vraiment intéressant, je trouve que le concept est assez chouette. On retrouve Ethanhawke au passage, hein, qui était à la base finalement à la création de Blumhouse, hein, puisque c'est un ami de Jason Blum.
lorsque Jason Blum était propriétaire d'un théâtre, il a joué dans son théâtre, il me semble que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et pour le coup, Jason Blum, lorsqu'il a il a fondé Blumhouse, a fait venir pour le coup Ethan Hawke pour jouer notamment dans le premier American Nightmare, dans Sinister. On le retrouve justement dans Black Phone. Le traitement des Super 8 est vraiment intéressant. Le traitement musical aussi, je trouve qu'il y a un travail sur le sound design dans Sinister et sur le parti pris musical qui est d'aller chercher des groupes comme Boards of Canada ou ce genre de groupes un peu indé, underground, et ça fait quelque chose qui fait qu'il y a une vraie ambiance, il y a un vrai truc qui fonctionne vraiment extrêmement bien. C'est un film qui arrive à traiter sa violence de manière hyper intéressante, c'est-à-dire de manière assez avec des plans larges pour le coup quand on est sur les Super 8, sans insert pour montrer une violence très crue en fait. Même si le film n'est pas particulièrement graphique en tant que tel, il montre une sorte de violence du quotidien qui est assez saisissante, assez sidérante. Aussi, il touche toujours à la famille et aux enfants et à la perversion de l'innocence aussi, en montrant, alors là je spoil un tout petit peu, mais ça me paraît important quand même, Sinister, donc vous pouvez attendre quelques secondes, nous couper et revenir un tout petit peu plus tard, mais le fait de montrer que le Bougoul, qui est une créature aussi que je trouve intéressante, qui est encore une fois comme toujours chez Derrickson une figure du mal abstraite, une figure du mal avec un grand M, qui vient pervertir l'innocence des enfants et les pousser au meurtre de toute leur famille, et de le filmer, parce qu'il y a aussi cette question de démon artiste que je trouve aussi intéressant. Je trouve que c'est vraiment, il y a plein de pistes qui sont très intéressantes, et dont je trouve que Sinister 2 en fait se fait un écho particulièrement intéressant. Alors, Sinister 2 il a pas mal de soucis sur plein de points, mais je trouve qu'on y retrouve la patte de Derrickson et de Cargill, et il y a quelque chose dans le film, moi, que je trouve très Del Toresque, si je puis dire, notamment dans le traitement des enfants, dans le cadre de la production design. Je trouve ça assez intéressant. Il y a quelque chose de très hispanique dans le film, et c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup. Alors que finalement, pour le coup, c'est un film américain réalisé par un Irlandais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très hispanique et qui me plaît énormément dans Sinister 2. Enfin, je vais en venir à celui qui aussi est un film que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que je l'avais pas dit, mais pour le coup c'est intéressant de poser aussi ce truc-là. Pour le mélange des genres, hein, Sinister avait ce côté en fait film qui traite d'une enquête au sujet de crime mixé avec de l'horreur et du fantastique, une sorte de film de maison hantée dans une maison vraiment assez contemporaine, qui n'a pas finalement tous les attributs de la vieille bâtisse victorienne par exemple, dans laquelle il apparaît évident dans le cinéma fantastique, dans ce cadre-là, que peut émerger le fantôme. Là pour le coup, le fait qu'on ait une sorte de maison qui ne semble pas avoir d'histoire, c'était aussi intéressant. Et donc pour revenir à ça, à la question du mélange des genres, on a pour le coup le dernier, Délivre-nous du mal, qui est avec Eric Bana, qui est un film que je trouve très intéressant. Alors, je cite Eric Bana parce que finalement c'est un acteur que je trouve assez sous-exploité et qui est vraiment intéressant ici en particulier. C'est un film qui est très intéressant parce qu'il mixe pour le coup film noir et film de possession. C'est un film qui est très glauque, qui est très noir, qui est pareil, a un vrai savoir-faire dans l'ambiance posée. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Alors, toujours ce côté prosélyte qui me dérange, et le fait que cette perte des repères dans une ville qui semble vérolée, qui semble pourrir sur place, où toute l'horreur semble irriguer les veines de cette ville, qui est traitée comme un personnage à part entière. Je trouve que il y a ce final qui nous ramène à ces repères, que Derrickson ne cesse de nous dire il faut revenir à ça, et avec cette séquence finale du baptême que je trouve assez emmerdante et assez désagréable en fait. Moi c'est le genre de film que j'aime bien couper avant les dernières minutes, juste avant l'épilogue, qui je trouve vraiment a quelque chose, fonctionne très bien, sans qu'il y ait cette dernière note d'intention, parce que c'est quand même une note d'intention de la part de Derrickson, de revenir à ce côté extrêmement prosélyte. Mais je trouve que visuellement le film est vraiment intéressant, il y a une vraie violence qui lézarde un petit peu tout le film avant d'exploser, et c'est vraiment très chouette. On trouve aussi Sean Harris qui est je trouve excellent dans le rôle du possédé, qui est un acteur que je trouve exceptionnel, qui est vraiment terrifiant pour le coup, qui sait jouer de son image, et il y a un physique très particulier. C'est lui pour le coup qui jouait la créature dans le Creep de Christopher Smith, et je trouve que voilà, là il est aussi très bien utilisé. Et il y a ce côté fondamentalement, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne pour Hellraiser 5, là il y a du référentiel, moi, que je trouve, même si c'est mis de manière contemporaine, au film d'Alan Parker pour le coup, Angel Heart, où on a vraiment ce côté, ce mix entre film noir quelque peu hard-boiled, mixé avec le film de possession. Et donc venons-en à Black Phone, pour le coup, donc dernier film en date donc, de Scott Derrickson, réalisé donc par Derrickson, écrit et coécrit il me semble par Cargill, et adapté donc de Joe Hill, le fils de Stephen King, d'une nouvelle très courte qui s'appelle aussi Black Phone.
qui est intéressante. J'essaierai de faire des petits pots parce que je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc je trouve que c'est pas mal de faire des liens entre les deux et de montrer ce qu'il a pu apporter pour le coup. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un vrai souci d'adaptation dans le film, parce que certes Derrickson reprend pas mal de dialogues en fait, notamment quand l'enfant Finn est à l'intérieur en tout cas de cette cave et qu'il interagit avec le kidnappeur. Là pour le coup effectivement on a vraiment des points de dialogue qui sont repris texto. Par contre je trouve que tout ce qu'il développe autour, puisque la nouvelle, c'est une nouvelle très très courte, elle fait 20 pages, ça se passe uniquement, on a l'enlèvement de Finn, puis ensuite ça se passe uniquement à l'intérieur de la, comment dirais-je, de la cave en fait, c'est tout ce qu'il y a. Derrickson en fait, c'est intéressant, il met un cadre, le passage, la nouvelle non plus n'est pas datée en tant que telle, lui il pose vraiment un cadre qui est cette fin des années 70, grossièrement cette sortie traumatique de la guerre du Vietnam, et tout ce qu'il y a autour, hein, pour le coup de cette violence, qui est quelque chose d'une violence systémique sociale en fait, qui irrigue toute cette société, et notamment la partie, les enfants en fait, qui sont pervertis en fait par ce traumatisme-là. Les parents, il y a toute cette idée de la contagion du mal, ces parents qui sont traumatisés et qui vont transmettre cette ultra-violence aux enfants. Et tout est vu à taille dans le regard d'enfant, hein. C'est très très proche, mais ça me rappelle vraiment beaucoup Sinister 2 sur ce point-là, où on voit tout du point de vue des enfants. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que Derrickson en fait vraiment fait un travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'il va un petit peu, même beaucoup au-delà de la nouvelle, essaie vraiment d'y trouver ses propres approches, ses propres voies, notamment dans la caractérisation du tueur, mais je vais y revenir. Donc tout d'abord, pour pouvoir poser rapidement l'histoire, on est en 78, hein, il me semble, dans une petite ville qui est très Stephen Kingienne, hein, ça pourrait être une sorte de Derry à la fin des années 70, et donc des enfants disparaissent, et ils sont kidnappés parce que la presse a déjà nommé et que les enfants, telle une rumeur en fait, se véhicule en fait, en tout cas dans une sorte de micro-société, l'attrapeur. Et pour le coup, on va suivre Finn, qui va voir 2 ou 3 de ses amis déjà disparaître. Alors Finn a une histoire un petit peu compliquée, donc il a une petite sœur qui semble avoir des dons particuliers, c'est posé assez vite dès le début. Et lui pour le coup est un petit peu dans un premier temps le souffre-douleur de pas mal de ses camarades qui sont très très violents. Et il va pour le coup, après avoir perdu 2 de ses camarades de manière récente, ce qu'on voit au tout début du film, hein, enlevé par l'attrapeur, il va lui aussi être enlevé, séquestré dans la cave. Et dans cette cave, il y a un étrange téléphone qui n'est branché à rien du tout. Le fil est coupé, qui semble respirer d'ailleurs, c'est un truc qu'on voit qui est dans la nouvelle à l'origine. Et il va être contacté, mais ça, tout ça est dans le trailer, hein, donc je ne spoil pas, par les fantômes des enfants qui ont été tués par l'attrapeur, et qui vont essayer de l'aider à sortir de la cave, à se sauver et à s'en sortir en vie. Voilà pour être très simple, donc c'est une sorte de huis clos, en réalité c'est pas vraiment le cas, la nouvelle est un pur huis clos en tant que tel. Là on va alterner, on a toute l'introduction assez longue où on nous présente cette ville avec une fabuleuse reconstitution, moi je trouve qu'elle est très très belle, la photo est super jolie, c'est vachement intéressant, il y a une manière aussi de travailler ces personnages pour leur donner vraiment quelque chose qui fait qu'on accroche malgré le fait qu'ils n'ont pas tous beaucoup de temps d'écran, de décrire cette réalité sociale qui est encore une fois très traumatique en fait. On sent cette sortie de la société américaine de la guerre du Vietnam, et on a pour le coup ces parents qui sont complètement traumatisés, le père de Finn dont on parle finalement dans la nouvelle mais qui n'a pas du tout cette ampleur là en fait, où là il est quand même important, il bat ses 2 enfants, il est très très violent, alcoolique, la mère n'est plus là. On a toute cette idée, hein, de la transition, toute cette question de la transition de l'hérédité du mal, mais aussi de l'hérédité des pouvoirs, des dons en fait. On ne sait pas au départ d'ailleurs si la petite fille a un don qui est dans une certaine mesure une malédiction ou pas, que sa mère avait et qui l'a poussée à mettre fin à ses jours. Donc il y a tout ce contexte social qui est émaillé de petits éléments fantastiques, ou en tout cas d'inquiétante étrangeté, qui pose d'emblée en fait le film quand même, qui l'ancre dans une réalité sociale très concrète, tout en proposant en fait justement ce petit décalage par le prisme de l'intelligence étrangeté qui devient en fait d'emblée symbolique de cette angoisse, de cette société ou cette anxiété et ce côté anxiogène en fait d'une société qui semble étouffante et étouffée. Et c'est vraiment très très intéressant. Et tout ça est vu à taille d'enfant, puisque principalement on va suivre notamment les interactions entre les enfants, qui sont des interactions d'emblée ultra violentes en fait, où les enfants ne cessent de se taper dessus, de se harceler, de s'insulter, et on sent que voilà, tout ce climat social qui finalement touche les parents est transmis
et contamine en fait les enfants et leurs interactions sociales. Et il semble d'emblée en fait que leur innocence soit pervertie. Et la figure paroxysmique de ça finalement, c'est l'attrapeur, qui est une sorte de monstre, qui est presque une sorte de Pennywise. Il y a quelque chose d'emblée de fondamentalement fantastique. Dans le bouquin de Joel, ce qui est intéressant, c'est que c'est un type très normal. Il a une identité qui est posée, il a un prénom, il s'appelle Albert pour le coup, donc il est identifié comme étant un être humain, il est montré comme étant plutôt un fric, pour le coup c'est ça, c'est-à-dire que c'est un type obèse, qui a quelque chose de l'ogre, hein. C'est un ogre, mais c'est un ogre qui est assez pathétique. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le personnage de l'attrapeur, il en fait, alors certes à certains moments, je veux dire qu'à certains moments il pose des petits éléments qui le ramènent à une forme d'humanité quand même, notamment avec ce travail sur le masque qui est très intéressant, masque qui n'est absolument pas non plus dans la nouvelle, alors qu'il y a un masque d'emblée démoniaque qui en fait une figure démoniaque au sens chrétien du terme, hein, parce que pour le coup, cette idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté un peu prosélyte, cette idée de perte de repères qu'on va retrouver, et si vous voulez, dans lequel Derrickson nous tient par la main, nous prend par la main et dit venez, je vais vous montrer vers quelle valeur il faut retourner, et c'est celles qui sont conséquentielles de mes croyances. Scott Derrickson semble vraiment clairement te dire que à cette époque-là, au sortir de ce trauma qu'est la guerre du Vietnam, on a une perte des repères au sein de la société, et la seule manière finalement d'en retrouver, ça va être de se retourner vers la religion. C'est typiquement ça. Là, il le fait de manière plus subtile, encore une fois, que dans un Délivre-nous du mal, ou que dans un exorcisme d'Emily Rose, mais c'est quand même là, et c'est quand même très très clair. Mais pour le coup, pareil, ça m'a pas dérangé, parce que finalement, c'est assez cohérent avec tout le reste, et ça s'efface quand même derrière le récit, ou en tout cas, ça s'y acclimate très bien. Donc pour le coup, alors ce passage qui n'est pas du tout présent hein, dans la nouvelle. Donc pour le coup, pour revenir à ça, ce qui est très intéressant sur le tueur, donc qui est, je trouve très bien interprété par Ethan Hawke, je trouve qu'il a quelque chose, ce côté angoissant, ce côté inquiétant, ce côté imprévisible dans ses réactions est très très intéressant. Et on travaille énormément justement, comme je le disais, sur cette question du masque en fait, qui est un masque qui est polymorphe, qui change en fait continuellement. Alors qui est en deux parties, donc ce qui fait que parfois il n'en prend que la partie qui fait le haut du visage, grossièrement jusqu'au nez. Parfois il vient juste avec la partie qui est en dessous du visage. Alors ce qui modifie, ce qui altère sa voix hein, d'emblée, mais c'est ce qui crée vraiment une sorte de mal qui a plusieurs visages, et c'est très intéressant, qui s'adapte finalement aux situations dans lesquelles on est, et qui a une puissante approche symbolique. Au passage, hein, le tueur est un petit peu aussi comme dans l'ouvrage, hein, le côté pédophile en fait est posé de manière très sous-jacente. Mais il y a quelques moments justement de malaise en fait où c'est très très intelligemment et subtilement posé, cette attirance qu'il a pour ces jeunes garçons. Mais c'est vraiment posé de manière très très légère en fait, au sens où c'est pas lourdement posé. On sait que c'est là, et c'est ça qui rend d'autant plus le côté extrêmement dérangeant de ces quelques séquences. Donc pour revenir à ça, voilà, c'est une figure qui est à la fois humanisée à certains moments, qui a un côté un petit peu pathétique malgré tout, mais qui très souvent en fait s'oriente vers une sorte de mal absolu, de figure très abstraite. Le personnage n'a pas de nom, le visage est très souvent couvert, c'est un visage qui est assez impersonnel, c'est un personnage aussi, on le pose très très bien comme étant finalement un monsieur tout le monde aussi à l'extérieur. En témoigne justement aussi si vous voulez, son double qui est son frère, qui est dans la maison et qui gravite dans la maison au-dessus, qui est interprété par cet acteur que j'aime beaucoup et qu'on trouve chez Scott Derrickson, qui est souvent justement un personnage qui est défini par sa fonction et pas par ce qu'il est, même si dans Sinister 2 il est un peu plus que ça, mais dans Sinister premier du nom c'est juste l'adjoint du shérif, et pour jamais de nom c'est vraiment une fonction narrative, mais qui arrive, l'acteur en fait arrive, malgré le fait qu'il incarne une sorte de fonction, il arrive quand même à susciter quelque chose qui en fait quelque chose de très humain. Il s'appelle, parce que je l'ai pas cité, un James Ransom. Donc cette figure de mal est intéressante encore plus parce que c'est vraiment très carpenterien sur le fond, même si Derrickson nous donne d'emblée une coloration notamment chrétienne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce côté, voilà justement le mal qui est terré dans les sous-sols du monde, hein, c'est ce truc-là aussi, qui est derrière les apparences. C'est quelque chose qui était d'emblée présent chez King aussi, hein. De toute façon, quand vous lisez que ce soit la nouvelle de Joel ou que vous retrouvez ici face à ça, il y a quelque chose de très kingien sur plein de points, notamment dans le cadre, hein, je disais, dans la production design, dans le traitement du monstre, parce que c'est un monstre, ouais, c'est vraiment un monstre au sens fantastique du terme.
Tout ça est posé très très clairement, et cette idée, cette thématique qui est véhiculée par là est vraiment vraiment chouette et vraiment bien amenée. En ce qui concerne les enfants aussi, bon ça c'est quelque chose, il y a une manière je trouve chez Derrickson de traiter le fantôme que je trouve assez chouette. Là les visuels des fantômes ressemblent énormément à ceux qu'on trouve dans Sinister et dans Sinister 2. Ils ont quelque chose parfois de très hispanique. Moi je pense d'emblée, et c'était le cas dans Sinister 2, à l'échine du diable en fait, sur la manière de représenter tout ça. Alors je ne dis pas que Scott Derrickson est Guillermo del Toro, loin de cela, mais je veux dire, graphique, en tout cas dans l'expression graphique de ces créatures, que sont les fantômes des enfants, on est quand même assez proche. C'est quelque chose de très très hispanique, et je trouve notamment cette manière de traiter finalement les mots des adultes qui contaminent l'innocence des enfants, de faire du lien avec la guerre aussi, hein. Il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup, mais dans un contexte évidemment américain. Et évidemment fait de manière beaucoup moins subtile, on est d'accord. Mais je trouve que cette représentation est vraiment intéressante. Et il y a plein de passages qui sont très très chouettes, notamment, alors qui sont très très rares en fait dans la nouvelle, hein, pour le coup. Là, il en fait un petit peu plus, c'est un peu plus spectaculaire, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et la relation qui se tisse avec ses enfants est aussi vraiment vraiment chouette. Et il y a ce côté aussi très ludique, très escape game si je puis dire, de l'enfant qui s'est trouvé tous les moyens possibles pour sortir, mais qui va se retrouver à plein de moments face à des obstacles infranchissables. Et finalement, la seule sortie possible est la confrontation. Cette confrontation que Finn a eue avec son père aussi. Il y a cet écho-là, en fait. Le mal que représente l'attrapeur n'est autre que le mal qui est tapi à l'intérieur de son père aussi. Et je trouve d'ailleurs que le plan final avec ce père... Et là, je vais spoiler un tout petit peu. Allez, on y va sur du spoil, je le dis d'avance, comme ça, j'allais aller vers le spoil tout de suite sans vous le dire, mais voilà, je vais spoiler, on y va, on est parti. Ce que je trouve très intéressant, justement, je spoil, on est parti, hein, je le redis une deuxième fois au cas où. Mais ce qui est intéressant, j'aime beaucoup ce plan final où justement le père, lorsque les enfants, Finn a réussi à s'échapper, sa sœur qui a ce don qui lui permet de voir, ça c'est un truc qui est présent, hein, pour le coup dans le bouquin, le don de la petite sœur, donc elle a été menée jusqu'à la maison du tueur, et pour le coup voilà, les enfants sont sauvés, il y a les flics qui viennent, donc on redécouvre au passage les cadavres qui étaient enterrés dans l'autre maison, parce qu'il y a tout un travail sur les deux maisons. Il y a au passage le truc avec le frère, pour le coup, qui est aussi intéressant et qui crée vraiment une montée en tension intéressante. Et pour le coup, ce qui est assez chouette sur ce truc là, c'est qu'à terme il y a le père qui s'agenouille devant ses deux enfants en leur demandant pardon, puisqu'il les retrouve, et pardon aussi pour tout ce mal qu'il leur a fait. Et on trouve ce moment de suspension qui ne trouvera pas de conclusion pour aller, où les enfants ne pardonnent pas à leur père. En tout cas, moi je l'ai interprété comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de poser ça. Pour revenir aussi à la question de la violence, je trouvais ça aussi important de le poser aussi. Le film, comme très souvent chez Derrickson, c'est très brutal en fait. C'est-à-dire que on n'a pas d'explosion graphique au sens gore du terme, mais on a une vraie brutalité. Brutalité dans les séquences entre les enfants, dans la manière dont ils interagissent. C'est assez violent, assez sec en termes de violence. Les quelques moments où on a des fulgurances vraiment de violence, notamment ce moment, et on est toujours dans les spoilers, hein, où le tueur tue son frère et il lui plante une hache en pleine tête. C'est assez brut aussi, et la manière dont Finn va assouvir sa vengeance, hein, ce qui est aussi présent chez Joel à peu près de la même manière aussi, en lui éclatant le crâne avec le téléphone, mais après pour le coup avoir piégé lui la pièce, qui est un truc qui n'est pas présent non plus dans l'ouvrage de Joel, c'est vraiment intéressant, parce que je trouve encore une fois que la perversion de l'innocence trouve une réponse, en fait, une sorte de paroxysme à ce moment-là, en fait, où l'enfant n'a d'autre choix que d'aller puiser en lui ce mal qu'il a en face de lui pour pouvoir justement trouver un équilibre et s'en sortir. Et je trouve ça aussi assez fascinant comme questionnement, comme élément symbolique. Cette approche fondamentalement de revenge movie en fait à terme fonctionne extrêmement bien. J'ai pas envie d'en dire trop non plus pour vous laisser le découvrir, même si on est dans un entre-deux, hein, toujours un petit peu entre des éléments analytiques, mais aussi un encouragement à la découverte. Donc je vais essayer de rester un petit peu toujours dans cet entre-deux là, même si des vidéos écrites vont revenir dans quelques temps justement, où là j'irai dans l'analyse pure. Là pour le coup je vais rester sur cette idée là, en tout cas que c'est un film que je trouve, peut-être même d'ailleurs au passage en termes de pure forme, certainement le plus réussi de Scott Derrickson. Je trouve qu'il y a une rigueur, et puis quelque chose finalement qui est... Il y a quelque chose finalement de très équilibré en fait dans l'ensemble du film. Je trouve qu'il y a plein de petites idées formelles ça et là qui sont très intéressantes. Je trouve que la manière dont il traite le jumpscare aussi ici est vraiment bien posée, bien amenée, c'est pas énervant, et c'est finalement assez cohérent avec ce qui se passe à l'écran. Il y a quelque chose, encore une fois, ce savoir-faire de Derrickson qu'on peut pas lui enlever pour poser une ambiance. Il y a ce travail sur la photographie qui est, je trouve, absolument sublime. Et il y a cette reconstitution de l'époque qui est extrêmement forte. Et je trouve aussi que le travail sur les personnages qui sont toujours très nuancés.
fonctionne très très bien. C'est-à-dire, autant on pourrait le poser sur l'idée quasiment cosmologique d'être un petit peu manichéen, si je puis dire, par rapport à sa croyance, j'entends, autant je trouve que sur la manière dont il dépeint les personnages, on est toujours sur quelque chose de très très ambigu. Et je trouve qu'il arrive très très bien à susciter cette nuance qu'il traduit au niveau social. Et évidemment, c'est le seul petit problème, toujours le petit bémol, mais que je commence à prendre l'habitude en fait chez Derrickson, c'est que quand il bascule ça finalement si je puis dire, à un niveau plus mythologique et cosmologique, pour revenir à ses croyances religieuses, il est beaucoup plus manichéen. Et parfois, ça vient un petit peu mettre à mal le travail nuancé qui a été fait à l'échelle humaine. Là, je trouve qu'il arrive à conserver ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un vrai équilibre sur l'ensemble, un vrai équilibre de mise en scène, de forme, et un vrai équilibre de fond. Donc, pour le coup, je vous conseille très fortement de découvrir Black Phone. Je vous conseille aussi de lire la nouvelle de Joe Hill, alors qui est pas exceptionnelle en tant que telle, qui est une petite nouvelle, mais qui est pour le coup plutôt réussie et agréable à lire, même si je lui en préfère d'autres de Joe Hill, mais celle-ci est plutôt sympathique et je trouve qu'elle a un potentiel à être adaptée au cinéma en fait, et je trouve que l'adaptation qu'on a fait d'Derrickson est très pertinente parce que pour le coup, on n'est pas dans une sorte de copier-coller, il y injecte ses propres obsessions thématiques, mais ses propres obsessions graphiques. Il travaille tout un cadre, tout un contexte qui n'est pas présent dans la nouvelle, il creuse les personnages en lui apportant sa propre manière justement de traiter les personnages, et c'est vraiment très intéressant, et je trouve que notamment sur le travail du méchant, qui a pas beaucoup de temps d'écran à l'antagoniste, il est quand même assez peu présent, mais c'est ça justement qui lui donne cette... il est toujours présent, dans le sens il est toujours présent parce qu'il est hors champ en fait, et que tout son aura déborde, et en cela je trouve que Ethan Hawke fait un taf vraiment hyper intéressant sur la manière dont il va caractériser ce personnage, qui est aussi, malgré le fait qu'il a quelque chose d'assez abstrait, parfois nuancé. Et il y a 2-3 plans qui sont très iconiques, notamment ces plans où il attend que Finn monte, où il lui laisse la porte ouverte de la cave pour que lui ait envie de sortir, et il l'attend en haut pour le coup pour jouer avec lui, et il attend torse nu avec son arme entre les mains pour le frapper, avec le masque posé sur son visage. Il y a ce genre d'image où il reste immobile qui est vraiment assez angoissante et assez marquante, et donc pour le coup je trouve qu'il arrive à l'iconiser de manière fondamentalement très différente que dans le bouquin de Joe Hill. Si vous avez l'occasion, qu'il est encore en salle, courez le voir, je trouve que c'est un très bel essai, un très joli petit thriller fantastique et horrifique, bourré d'idées, très sincère, très honnête, très référentiel aussi, qui pour moi en tout cas m'a moultement rafraîchi par une période d'aussi forte chaleur, si je puis dire. J'espère que vous êtes passage, que tout le monde va bien, que vous supportez cette chaleur. Nous en Bretagne c'est beaucoup plus calme, donc ça c'est vraiment cool, ça a bien fortement baissé, mais en tout cas en pleine canicule ça a été agréable de prendre ce petit moment rafraîchissant, quoique glauque et morbide, en salle. Eh ben écoutez, en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie de votre écoute, n'hésitez pas en commentaire à partager vos avis sur le film, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, des bisous, salut!